Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour à votre tour oser la reconversion. Avant de vous laisser avec l'invité du jour, quelques mots sur oser rêver sa carrière. Après une carrière de presque 15 ans dans le secteur juridique, Marina Bourgeois a fondé Oser rêver sa carrière, le cabinet français de référence qui vous accompagne dans votre processus de reconversion, de la phase d'introspection jusqu'à l'arrivée dans votre nouvelle voie professionnelle. Oser rêver sa carrière vous propose un coaching sur mesure qui vous assure de trouver votre voie et d'intégrer votre projet professionnel à votre projet de vie et non l'inverse. Vous êtes en poste mais vous n'êtes plus épanoui, vous ne savez pas comment faire pour en changer, ni quelle voie prendre, vous avez plein d'idées que vous ne parvenez pas à démêler, vous avez quitté votre poste et avez besoin de soutien. Vous avez vécu un burn-out, découvrez sur www.oser-rêver-sa-carrière.com le bilan de compétences idéales pour trouver votre voie. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Léa. Après avoir travaillé au développement produit chez Van Cleef, Léa a fondé et est la créatrice de la marque Petit Jean Paris, une maison française de design spécialisée dans les accessoires en soie. Après avoir fait une prépa lettres Hippocagne, Léa a fait une grande école de commerce avec une spécialisation luxe, la filière LVMH de l'ESSEC. Elle y a fait un apprentissage pendant 2 ans au sein de la maison Van Cleef en développement produit. Elle faisait le lien entre les équipes internes, logistique, marketing et les ateliers où sont taillées les pierres précieuses. Léa est passionnée par le luxe et adore travailler avec les ateliers, mais elle se sentait frustrée de ne pas pouvoir suivre le produit de A à Z. Elle aurait aimé pouvoir s'occuper également du marketing et aussi, comme elle le dit, pouvoir livrer elle-même le produit à ses clientes. Très vite, l'idée de lancer sa boîte lui vient pour pouvoir avoir les multiples casquettes. Elle décide alors de faire une spécialisation en entrepreneuriat à l'ESSEC et part travailler pendant 1 an à New York dans une start-up pour mûrir son projet. Elle rentre en France et lance Petit Jean Paris, une maison de design made in France spécialisée dans les accessoires en soie. Léa est la créatrice et dessine notamment les motifs imprimés sur les foulards en soie. Alors avec Léa, on a parlé du stress et de la frustration des grands groupes, sa vie à New York, sa passion pour l'artisanat, ses conseils très concrets pour lancer une marque de mode, son processus de création et en faire le marketing. Un épisode à voir absolument avant de lancer votre marque, car Léa nous a donné plein de conseils pratiques pour pouvoir se lancer seule. Du copywriting au business plan, au marketing. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Léa. Bonjour Léa, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Salut Clairvy, enchantée. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Oui, aujourd'hui, moi, je suis la créatrice et la fondatrice de Petit Jean Paris, qui est une maison de design spécialisée dans les accessoires en soie. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours qui n'avait rien à voir avec ce que tu fais maintenant ? Oui, alors en fait, moi, j'ai commencé par des études littéraires assez classiques. Donc, j'ai fait un bac littéraire et ensuite, j'étais plutôt bonne élève, donc je suis allée en prépa littéraire. Donc, les Hippocagne, Cagne pour les connaisseurs. Et en sachant pas trop ce que je voulais faire à l'origine, j'étais juste passionnée de philo, de littérature, d'histoire, donc je suis allée là-dedans. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que les études littéraires, si je continuais là-dedans, j'allais soit aller vers de la recherche, soit être professeur, soit éventuellement aller travailler dans l'administration, qui a priori me plaisait pas trop. Et donc j'ai décidé de faire un petit revirement en prépa, de présenter pas du tout les écoles littéraires classiques, mais les écoles de commerce. Donc j'ai un peu fait rugir à l'époque mes profs de prépa, mais c'était la première trahison, on va dire. Et je savais pas du tout ce que j'allais faire en école de commerce, mais je savais que ça m'ouvrirait des portes et je me disais allons voir ce qui se passe par là-bas. Et donc je suis arrivée dans une école de commerce parisienne après mes concours et avec l'idée, la vague idée de travailler dans le livre, dans les maisons d'édition, en me disant que c'était proche de mes études précédentes. Et en fait, suite à un premier stage dans le milieu du luxe, j'ai découvert, si tu veux, tout le milieu du luxe et notamment tout le rapport aux produits et le rapport alors évidemment, il y a tout un côté storytelling qui me plaisait beaucoup en tant que littéraire dans les maisons de luxe, mais surtout, j'ai complètement découvert
plutôt la partie développement produit, production, artisanat, métier d'art qui m'a complètement fascinée. Et donc suite à ce premier stage-là, j'ai décidé de me spécialiser un petit peu là-dedans. Et donc j'ai fait une chaire spécialisée dans le marketing de luxe dans mon école. Je t'interromps un peu, mais c'est vrai que c'est Ouais. marrant que tu parles du storytelling, parce que justement, c'est pas une maison de luxe, mais j'ai vu par exemple que Cézanne avait embauché une écrivaine pour faire un peu les pubs. Et Ouais. c'est vrai qu'on n'a pas du tout, avant, je pense, de lancer sa marque, on n'a pas du tout conscience du rapport entre les deux. Ouais. Est-ce que toi, du coup, ça te sert maintenant, ça? Ouais, beaucoup. Et d'ailleurs, ça m'a rendue super exigeante sur tout ce qui est juste ce qu'on appelle le copywriting en Ouais. marketing. Je sais que j'ai essayé à plusieurs reprises de trouver des copywriters pour déléguer toute la partie écriture, parce chez Petit Jean Paris, on a une ADN particulièrement littéraire et poétique. Et du coup, ça se retrouve beaucoup tant dans nos newsletters, mais également dans toutes nos descriptions produits. Il y a toujours une petite phrase tournée assez littéraire qui essaie de t'inviter un petit peu comme dans un roman. Et j'ai essayé de déléguer. Et du coup, toute cette écriture-là, c'est moi qui le fais depuis le début. C'est super chronophage. J'essaie de le Ouais. déléguer. J'ai devisé, je sais pas combien de copywriters. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui me convienne. Donc, je pense que ça m'a rendue trop exigeante sur la partie littéraire et écriture. Mais oui, bien sûr que c'est super important. Et honnêtement, quand on commence à creuser un petit peu le marketing, quand on crée sa marque, ou même si un jour on est cadre sup dans un grand groupe, très rapidement, on arrive à toucher des outils comme les plateformes de marque, comme, Mm. tu vois, des briefs d'ADN de marque, des choses comme ça. C'est évident que il faut avoir à la fois, pas forcément le sens de l'écriture, mais au moins le sens des concepts, le sens des mots. Il faut savoir faire la différence entre si on parle de bucolique ou de rêverie ou de flânerie, c'est pas les mêmes mots, il y a un sens derrière, on va pas y mettre les mêmes concepts, et du coup derrière, quand tu transmets tes briefs à tes équipes, à des photographes, à n'importe qui doit implémenter ton ADN de marque concrètement, oui, c'est important, ça joue. Donc j'en avais pas du tout conscience quand j'ai fait mes études littéraires, évidemment, mais quand Mm. j'ai lancé ma marque, je savais que mon background littéraire serait d'une aide assez importante. C'est vrai que même, je pense que si on est assez haut placé ou si on veut faire carrière, en fait, on fait du copywriting, mais pour soi, Oui, dans sa manière de se présenter, en fait. oui, Juste pour les auditeurs qui connaissent pas trop le copywriting, en fait, c'est un peu les messages de publicité, on dirait. En fait, c'est du copywriting. En fait, c'est la façon de présenter une marque ou la façon de se présenter pour faire passer un message qui est marquant, on va dire, et qui est en accord avec ce qu'on souhaite pour que oui. voilà, je sais pas si c'est une bonne présentation, comment tu présenterais? Ben, alors déjà, copywriting, ça n'a rien à voir avec le copyright, le petit Ouais, signe c'est vrai. de protection. Ça s'écrit writing à la fin comme écriture en anglais. Et pour moi, le copywriting, dans le domaine du marketing, c'est le mot qui désigne toute la forme écrite de l'ADN d'une marque. Donc ça va être tout le texte qui est rédigé pour une marque dans plein de supports différents, que ce soit newsletter, même vos captions de posts Instagram, il y a du copywriting dedans. C'est comment vous implémentez par des mots l'ADN de votre marque, grosso modo. Est-ce que tu as des conseils justement pour se former là-dedans? Toi, Alors, c'est inné en fait. alors non, pas tout à fait parce que, enfin, je pense que j'ai une facilité avec les mots, avec l'écriture qui me vient de mon background littéraire, ça c'est sûr. Maintenant, le copywriting, ça requiert pas seulement de savoir bien écrire, ça requiert aussi de savoir s'adapter aux canaux avec lesquels tu travailles. Par exemple, je sais qu'au début, quand je rédigeais mes newsletters pour ma marque, ce qui était pas évident pour moi à gérer, c'était la notion de call to action. Donc, autrement dit, une newsletter, c'est très bien d'avoir une belle newsletter bien rédigée avec des jolis mots. Mais si derrière, les gens la lisent, trouvent ça joli et ferment l'email, t'as raté ton coup. Ouais. Donc, il y a toute une notion commerciale à intégrer dans le copywriting qui était pas du tout évidente pour moi au départ. Du coup, je sais qu'il y a plein de formations qui existent en ligne. Je sais qu'il y a notamment Live Mentor, ils en font une qui m'a l'air assez solide. Honnêtement, moi, j'en ai jamais fait. Je me suis plutôt formée sur le tas et j'ai fait, je pense, un petit peu comme en entrepreneuriat, comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire je regarde autour de moi ce qui est bien fait, ce qui me Ouais. plaît, ce dans quoi je me retrouve, parce qu'il y a des marques, par exemple, qui ont des copywriting très agressifs, très commerciaux. Je sais que j'ai pas du tout envie d'aller là-dedans avec ma marque. J'essaie de faire une synthèse de ce qui me plaît moi intuitivement,
de ce que je vois comme best practice autour de moi et je fais ma tambouille, à peu près. Oui, et puis après, je pense qu'aussi, quand on commence à avoir de l'expérience, on peut voir aussi ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas Ouais, fonctionné. Donc, je pense que le tout, c'est d'un peu tester. ouais. Mais Il y c'est a, génial que tu en parles parce que aucun invité n'en a parlé encore. Donc, en plus, comme toi, tu as un background littéraire, c'est sympa de pouvoir en parler avec toi. il y a peut-être un outil éventuellement, s'il y a un conseil que je devrais donner, c'est que moi, ça m'a vachement servi au tout début de ma maison de formaliser un petit peu l'ADN de ma marque. Une fois que tu as pris le temps de te poser et de dégager certains mots concepts, les phrases enfin, par exemple, quelle est ta vision, quelle est ta mission, des mots qu'on entend souvent en marketing qui peuvent paraître un peu bullshit comme ça, mais si tu prends vraiment le temps de formaliser tout ça, après, tu as un précaré qui est défini au sein duquel tu peux facilement ensuite écrire de manière plus intuitive. Il y a, alors, il y a deux outils moi, que je conseillerais assez simples. J'invente pas l'électricité, mais il y a le cercle d'or de Simon Sinek qui est qui est souvent, pardon, j'ai l'habitude d'avoir le casque, alors c'est pas mes écouteurs, ça tombe tout le temps. Il y a le cercle d'or de Simon Sinek qui a théorisé ça. Il y a un TED, il y a une conférence TED sur le sujet qui est très claire, qui est super intuitive. Qui a un petit peu théorisé grosso modo la plateforme de marque en 3 niveaux. Et sinon, la plateforme de marque un peu plus complète, elle a été théorisée par Cap Ferrer, qui est le spécialiste d'HEC sur la question du marketing de luxe. Et il y a notamment, il y a plein de sources en ligne sur le prisme de Cap Ferrer qui s'écrit avec un K, si vous voulez aller voir ça sur Internet. Sinon, Cap Ferrer, il a une littérature assez passionnante sur le marketing de luxe. Lisez ces 2 premiers bouquins et je pense que ça vous permettra d'avoir une vision claire de comment on constitue cet outil. Il faut le voir vraiment comme une matrice je pose les bases de mon ADN de marque et ça va me servir pour toute la vie de ma boîte. Donc, je pense que ça vaut le coup de faire ça au départ. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode, comme ça, ce sera plus simple. Bon, on va revenir un peu sur ton parcours. Et donc, tu fais ton stage un peu par hasard, en fait, dans une maison de luxe. Complètement. Pour la petite anecdote, en fait, j'avais été au lycée, j'avais fait un échange avec la Suède et j'avais un coup de cœur pour ce pays. J'avais commencé à apprendre le suédois, enfin vraiment, j'avais adoré ce pays. Et du coup, une fois arrivée en école de commerce, premier stage arrive après 2 ans de prépa où j'ai passé mon temps à bosser. Je me dis, je veux retourner en Suède. C'était mon objectif. Et j'ai postulé honnêtement à tous les stages que je voyais passer. J'ai postulé dans de l'industrie d'aluminium, à de l'éclairage public. J'ai vraiment postulé partout. Je voulais juste aller là-bas. Et j'ai été prise dans un showroom de marques de luxe qui vendait sur les 5 pays scandinaves, donc Islande, Suède, y compris Finlande, des marques comme on avait Pierre Balmain, on avait Roberto Cavalli, enfin voilà, marque de luxe. Et j'étais commerciale sur les 5 pays scandinaves. Donc j'ai passé en fait 6 mois dans un camion en jogging à conduire un camion sur les routes de Norvège, de Suède avec ma manager, c'était trop stylé. Et au-delà de ça, c'est ça qui m'a introduit à l'univers, aux produits du moins, vraiment aux produits de luxe. Et donc derrière, je suis revenue à Paris, j'ai attaqué mon master en école de commerce avec une spécialisation en marketing de luxe. Et en parallèle de cette chaire, je voulais me trouver un apprentissage, essentiellement pour rembourser mon école. J'avais fait un petit prêt bancaire un peu lourd. Et donc, j'ai eu la chance de signer un apprentissage chez une très belle maison de la place Vendôme en haute joaillerie. Et c'était... On peut donner le nom, du coup? Oui, je pense qu'il y a c'était chez Van Cleef & Arpels. Et pour ton école, je pense que c'est important de le préciser aussi. Donc, tu étais à l'ESSEC, dans la filière LVMH. C'est ça, j'ai fait la chaire LVMH. Et maintenant, il y a une autre chaire à l'ESSEC qui n'y avait pas à mon époque. Grande déception, sinon je l'aurais faite, je pense. La chaire LVMH, c'était vraiment une chaire de marketing de luxe. Maintenant, il y a une nouvelle chaire qui existe et qui est plus centrée sur la production et le développement produit, qui est la chaire métier d'art. Et voilà, je pense que voilà, a posteriori, j'aurais plutôt fait cette chaire-là, plutôt orientée vraiment focus produit. Et en fait, chez Van Cleef & Arpels, j'ai passé donc 2 ans, mes 2 années de master en alternance chez eux. Et j'étais à la production, j'étais pas en marketing.
Et j'étais donc en développement produit. Donc c'est pas évidemment, j'étais pas joaillère, donc c'est pas moi qui faisais les produits, mais j'étais au développement produit, ce qui veut dire que j'étais un petit peu chef d'orchestre pour faire en sorte que les prototypes sortent dans les temps et que les pré-séries sortent dans les temps. Donc j'étais un petit peu chef d'orchestre entre les ateliers, le marketing, le service Pierre et le studio créa évidemment, toutes les équipes qui sont impliquées dans le développement d'une nouvelle collection. Tu faisais aussi le sourcing ou pas? Savoir si les ateliers sont de bonne qualité, tu sais, au niveau des employés, tout ça? Alors pas du tout parce que non, moi j'étais beaucoup trop junior et si tu veux, c'est une maison qui a un tel historique que ils ont un réseau de fournisseurs qui est ancien, qui est bien implémenté et quand on sortait une nouvelle ligne, c'était absolument pas mon niveau moi de compétence de choisir avec qui on allait travailler d'une part et d'autre part, j'aurais été honnêtement incapable de qualifier un fournisseur parce que j'étais beaucoup trop néophyte. J'ai eu une formation express en arrivant sur les types de pierres, les caratages, etc. Mais entre reconnaître un type de serti plutôt qu'un autre, honnêtement, il faut des années d'expérience de joaillier pour être capable derrière de faire un contrôle qualité. Et il faut à minima être contrôleur, avoir fait un peu de contrôle qualité ou avoir été joaillier soi-même ou avoir un œil très aiguisé pour qualifier un fournisseur. C'était pas le même département, du coup, c'est un autre département? Si, c'était le même département, mais c'était les seniors du département, tu vois, et pas la petite nouvelle qui est là depuis 6 mois, quoi. Non, je demande parce que développement produit, c'est vrai que ça paraît un peu vaste et on sait pas forcément à quoi ça correspond. Donc ça veut dire qu'en fait, si tu gravis les échelons, par exemple tes boss, en fait, c'était quoi à peu près leur job pour qu'on ait une idée de si tu fais carrière dans le développement produit chez Van Cleef? Ouais. C'est un petit peu dur à dire. Alors, clairement, moi, mon N+2, ce qu'il allait gérer, c'était, par exemple, toutes les relations avec les autres départements. Par exemple, si on lance une nouvelle collection, alors, il faut dire que dans la joaillerie, il y a une dimension qui est assez intéressante, mais qui est super compliquée, c'est toute la dimension logistique. Parce que les pierres précieuses, c'est ultra suivi, de la mine jusqu'au client et t'as beaucoup de notions d'embargo, par exemple, tu sais, t'as des pierres précieuses qui, j'essaie d'être synthétique, mais c'est un sujet assez compliqué à synthétiser. T'as plein de pierres précieuses qui viennent de zones, t'as des rubis, par exemple, que tu vas trouver qu'en Colombie, ou des types d'émeraudes. C'est pas un produit que tu trouves sur toute la planète, évidemment, de manière homogène. Donc, t'as certaines pierres qui ne peuvent venir que de certaines régions du monde, mais quand t'as une cliente américaine qui t'achète ta bague avec une pierre précieuse qui vient de Colombie, qui est en embargo actuellement avec les États-Unis, bah tu dois démonter la pierre, enfin il y a vraiment, ça peut devenir très compliqué au niveau du tracking des pierres précieuses. Et du coup, le N+2, son rôle, ça allait être par exemple de t'assurer que quand une nouvelle collection allait sortir. Est-ce qu'on était bien en temps et en heure avec les équipes marketing, avec les équipes marché? Est-ce qu'il n'y avait pas de problème au niveau logistique, au niveau du sourcing fournisseur, au niveau de la qualité des pierres, etc. De s'assurer avec le service pierre qu'une fois qu'on validait les pré-séries, ok, est-ce que derrière, pour produire les quantités, est-ce qu'on avait assez de sourcing? Donc, je pense que lui, il a un rôle de chef d'orchestre également, mais sur des sujets beaucoup plus politiques et beaucoup plus interdépartements. Et ouais, je pense que c'est à peu près ça son rôle. C'était comment l'ambiance? C'est stressant? Alors, moi j'y étais... Alors, moi j'ai adoré mon expérience chez Van Cleef. C'était une maison assez incroyable. Je pense que j'ai eu en particulier ce retour-là du fait que j'étais au contact des ateliers et des fournisseurs et que ça m'a ouvert un monde... Enfin, c'était féerique, tu vois. Tu rencontrais... des ébénistes, des joailliers, des lapidaires. Enfin, c'était vraiment la caverne d'Ali Baba. Je pense que j'ai eu vraiment une vision féerique de la maison du fait de mon métier. Je sais pas ce que c'est, par exemple, que d'être dans le département communication. C'était pas du tout mes services. Je les ai vus 4 fois au cours de mon apprentissage. Au département prod, moi, j'ai adoré. Je pense aussi que j'avais 2 super managers qui faisaient énormément de tampons. Moi, j'ai pas beaucoup ressenti de pression, par exemple. Est-ce que c'était parce qu'il n'y en avait pas ou est-ce que c'était parce qu'elle faisait un énorme travail de tampons pour me protéger? C'est possible. J'étais la seule junior à l'époque de mon équipe. Il y avait que des gens en CDI. Moi, j'étais la seule stagiaire ou apprentie.
Donc peut-être que elles m'ont un petit peu maternée au début pour ça. Je sais que quand moi je suis partie de mon apprentissage, l'équipe elle a quasiment doublé. Donc peut-être que ça s'est vachement intensifié au niveau rythme. J'aurais du mal à te dire. Mais de manière générale, je pense que dans le développement produit, il y a quand même des éléments stressants. Enfin, je pense que c'est un job dans l'ensemble quand même assez stressant parce que tu es sur des impératifs de timing tout le temps. Toutes tes missions, elles sont soumises à des timings parce que tu es sur des sorties de produits, des lancements de collections. Et ce qui est peut-être un peu compliqué là-dedans, c'est que tu as un timing à respecter en ayant plein de gens à faire collaborer sur un projet et des gens évidemment avec des métiers et des modes de communication très variés. Pour te donner un petit exemple, c'est-à-dire que tu dois gérer des gens avec des calendriers très différents qui répondent pas au même temps que toi. C'est-à-dire que le marketing, par exemple, communique essentiellement par email et temps de réponse normale 48 heures. Ton atelier, dont les joailliers avec lesquels tu bosses, leur job principal, c'est pas d'être devant un ordinateur, c'est d'être à un établi. Eux, temps de réponse normale par email 2 semaines, par téléphone tous les 4-5 jours ouvrés. J'exagère un petit peu, mais et du coup, et au-delà du fait qu'ils n'utilisent pas les mêmes outils de communication et les mêmes temps de communication, ils parlent pas du tout des mêmes sujets. Le marketing, il est en mode, ok, moi, ça doit être après-demain sur mon marché Japon. On fait partir un avion de Genève demain à 14h. Et toi, tu as ton atelier qui te dit, bah non, moi, le certi, je dois le reprendre. Du coup, je dois faire refondre le métal. Ce sera prêt dans 4 jours. Débrouille-toi avec ça. Et toi, tu dois faire que tous ces gens-là s'entendent. Ouais. Et avec des gens plutôt créa, avec des gens très logistique, tableau Excel, et du coup c'est un peu ça je pense la difficulté de ce job-là, du moins moi ce que je ressentais. Et oui, stressant parce que t'as beau être le plus organisé possible, tu te prendras toujours des retards sur tes délais de prod, parce que quand t'es au développement produit, tu découvres toute la partie atelier. Et tu découvres en fait que le vrai temps incompressible dans le développement produit, c'est pas le marketing, la logistique, etc. C'est, enfin un petit peu, mais c'est surtout les gens qui font le produit. Et quand t'avais une semaine d'avance sur ton planning et que tout se passait bien, mais que au moment du certi, à la dernière étape de ta bague, de ton proto, t'as la pierre qui pète, parce que ça peut arriver, tu peux avoir une fissure dans l'émeraude que personne n'avait vue, ta pierre elle pète, ben tu repars à zéro. Et ça, tu peux pas le gérer, en fait. Ça peut arriver. Donc, tu es en permanence à gérer l'imprévu qui est inhérent au développement produit et à la production en atelier, en fait. Ouais, et puis en plus, moi j'ai l'impression quand même que plus tu es dans un grand groupe, une grande maison, plus il y a de personnes, plus il y a d'échelons et plus la communication est difficile. Et ça, c'est stressant, en fait, je trouve, parce que... Ouais. C'est certain. Et tu te retrouves souvent à presser les gens qui devraient pas être pressés dans les faits. Et c'est pas du tout propre à Van Cleef. Je pense que c'est propre à n'importe quelle organisation qui dépasse 50 personnes. Hein. C'est que au final, tu te retrouves toujours à pressuriser souvent ceux qui arrivent en fin de chaîne, c'est-à-dire les ateliers, alors que dans les faits, c'est eux qui ont besoin de X nombre de dizaines d'heures pour faire le produit. Donc ça, c'était... faut apprendre à gérer ça. Et je pense que c'est particulièrement compliqué quand tu es junior parce que je pense que toi, ton rôle de chef de projet quand tu es au dev, c'est de tout faire pour presser tout le monde sauf tes ateliers. Tu dois tout faire pour laisser le temps qu'il faut réellement à tes ateliers. Et sauf que quand tu es junior, dire non à la directrice marketing, c'est impossible, quoi. En plus, les gens du marketing ou de la logistique, ils sont à côté de toi. Donc, ils peuvent venir te voir, qu'est-ce qui se passe? Alors que ton atelier, il est pas là. Donc, finalement, humainement, t'as des réflexes de vouloir satisfaire les gens que tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Après, on n'était pas du tout... typiquement, on n'était pas aux mêmes étages, on n'était pas au même... on les connaissait même de visu, mais pas... Moi, en tant que junior, j'étais pas au contact tous les jours avec eux. Je connaissais mieux mes ateliers que eux, parce que mes ateliers, je les avais tous les jours au téléphone, tu vois. Et les ateliers, tu vas les voir régulièrement. Donc, moi, pour le coup, la priorité, c'était mes ateliers. C'était eux à chouchouter. Parce que on m'avait... ça, c'est, je pense, une belle leçon que j'ai retenue d'ailleurs chez Van Cleef & Arpels et qui m'a beaucoup servi pour Petit Jean Paris, c'est que le réseau de fournisseurs, c'est très précieux. C'est eux qui sont... sans atelier, il y a pas de maison de luxe, en fait. La vraie valeur ajoutée de toutes nos maisons de luxe, oui, tu as le goodwill des marques comme Louis Vuitton, Hermès, c'est une évidence. Mais demain, Hermès n'a plus ses ateliers.
Le goodwill, il disparaît très très vite. Donc tu dois avant tout chouchouter dans le luxe les gens qui savent faire, les gens qui ont le savoir-faire différenciant sur le marché. Et il y a un profond respect dans cette maison que j'ai constaté, que j'ai vu pour les ateliers, que j'ai adoré. C'est pour ça que je me sentais d'ailleurs aussi bien là-bas. Et ça, je l'ai pris avec moi dans mes bagages, tu vois. Alors, quel a été le déclic? Parce que donc, Ouais. à la fin de ton apprentissage, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, t'as un petit peu mis le doigt dessus. J'ai adoré, mais gros groupe. Alors, Van Cleef, c'est pas quartier non plus. C'est une maison, on va dire, de taille moyenne, même s'ils grossissent énormément. Mais c'était tout de même une maison qui appartenait au groupe Richemont. Donc, t'as forcément plus de comment on dit, de process que dans une PME ou autre. C'est pas tant les process qui me pesaient que l'organisation assez en silo. C'est-à-dire que t'étais à la prod, t'étais pas à la communication. Et moi, j'avais cette frustration-là j'adorais la prod et le développement produit, mais quand, en plus, moi, je travaillais sur des pièces unitaires, c'est-à-dire que je faisais pas des séries de 4000 pièces, je faisais un développement sur une pièce. Et du coup, j'avais envie, moi, de l'amener au Japon et de la remettre dans les mains de la cliente, tu vois, presque. Et surtout, pas forcément d'aller sur les marchés en local, parce que, bon, tu peux pas tout faire, mais j'avais au moins envie d'avoir un œil sur le marketing et la communication, comment la pierre, elle a été décrite, est-ce que le type de serti, il a bien été traduit par les nanas de la communication qui, elles, ne mettent jamais les pieds dans l'atelier. Donc, je me manquais un petit peu le A à Z. Et j'en ai beaucoup parlé. J'avais une mentor à l'époque au sein de mon école qui m'accompagnait depuis ma première année en école, qui m'a dit, tu sais, et à qui je disais post-apprentissage, j'ai envie plutôt de rejoindre une petite maison. On se posait la question sur la fin de mon apprentissage de ce que je voulais faire après, et elle m'a dit, tu sais, les PME dans le luxe ou les TPE, elles sont soumises à des pressions monstrueuses parce que leur concurrence c'est des gros groupes. Et donc, très souvent, tu vas bosser autant pour un gros groupe avec le même niveau de pression, mais avec évidemment un package beaucoup moins intéressant. Et moi, elle me dit, si j'étais toi, je quitte à bosser beaucoup pour pas beaucoup d'argent, fais-le pour toi, quoi. Donc, lance plutôt ta boîte. Et c'est elle qui a amorcé cette réflexion-là, et je la remercie d'ailleurs encore. Et à ce moment-là, donc, naît cette idée dans ma tête 6 mois avant la fin de mon apprentissage de pourquoi pas me lancer à mon compte. Mais je suis en fin de master, j'ai 25 ans, je connais rien à rien. Ça me paraît impossible de lancer ma boîte. Mais plus l'idée fait son chemin, plus j'ai la conviction, si tu veux, que c'est ça que je veux faire, mais je sais pas du tout comment, par quelle boule prendre, et enfin ni ce que je veux faire d'ailleurs. Ce qui est plutôt le point de départ en général. Et du coup, il me reste un peu de temps en école de commerce. J'ai des petits crédits que je peux encore valider. Du coup, j'en profite et je retourne en école faire une deuxième chaire. Une deuxième spécialisation qui est une spécialisation en entrepreneuriat. Et en me disant que par l'éducation, j'aurais des premières clés de compréhension de comment je voudrais créer ma boîte, etc. Et alors, les cours sont super intéressants, mais c'est quand même pas très concret tout ça. Et du coup, je décide de faire un dernier stage de fin d'études qui n'était pas nécessaire pour valider mon diplôme, mais j'en ressens le besoin. Et en me disant, sur les conseils de ma mentor aussi, avant de créer ma boîte et de me lancer dedans, j'ai envie de savoir si je peux bosser en start-up et si c'est fait pour moi ou pas du tout. Et là-dessus, en fait, je trouve un stage d'un an à New York dans une start-up. C'est interdit en France les stages de 1 an, mais c'est autorisé aux États-Unis. Et du coup, je pars aux US dans une start-up de e-commerce, donc pas du tout dans le luxe pour le coup, mais avec vraiment l'objectif d'apprendre le marketing digital, d'apprendre le e-commerce et de remplir ma boîte à outils pour lancer ma maison, moi, derrière, quand je reviens à Paris. Et juste pour revenir sur tes cours sur entrepreneuriat, ça correspond à quoi à peu près? Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer ou pas de faire une formation un peu entrepreneuriale? La partie de moi autodidacte te dirait non, mais en même temps, c'est facile à dire après les avoir eus, les cours, tu vois. Les cours que j'ai eus, en plus, ça remonte un petit peu, j'ai peur de faire des bêtises entre c'était quoi mes cours obligatoires, mes électifs et vraiment les cours spéciaux entrepreneuriat. Je crois que j'ai eu des cours de comment créer un business plan, des cours de type théorie des organisations,
Est-ce que j'ai eu des cours de marketing d'entrepreneuriat? C'est possible. Il me semble avoir eu un électif de type... mais je crois que c'était même pas propre à l'entrepreneuriat. Mais j'ai eu un électif cours pub acquisition marketing digital. Mais honnêtement, entre le moment où j'ai créé ma boîte et le moment où j'ai eu le cours, c'était déjà presque dépassé parce que c'était un gars de Google qui était venu nous présenter des fonctions dans Google Analytics, dans Google AdWords, qui ont complètement évolué 3 ans après quand moi je me suis mis à faire de la pub. Mais bon, il y avait ce type de cours. Et surtout, moi, ce que j'avais trouvé la vraie valeur ajoutée, c'était que on avait fait des projets étudiants où pendant 3 mois, on accompagnait un entrepreneur qu'on allait rencontrer et qui nous donnait une de ses problématiques. Donc, par exemple, on avait rencontré un entrepreneur qui bossait dans le domaine des énergies, qui m'avait dit, voilà, actuellement, moi, je suis sur un produit pur B2C. Est-ce que vous pouvez me penser à une offre B2B avec mon produit que je pourrais proposer à des grands comptes? On avait eu ce type de projet. Et là, moi, j'ai beaucoup appris parce qu'en fait, tu passes d'une approche très abstraite à concrètement, un entrepreneur qui a une équipe de lui tout seul, qui se paye au SMIC avec un stagiaire, il peut faire quoi? Il a quoi comme ressources? Il a quoi comme moyen de... C'est bien beau de sortir une stratégie avec prendre contact avec tous les grands comptes du CAC 40. Et derrière, quand l'entrepreneur te dit, vas-y, contacte-les. Et t'es là, ah mince, mais comment je fais? Je te retourne la question. Et du coup, ça t'apprend la débrouillardise. Mais honnêtement, si quelqu'un devait demain si quelqu'un a demain 10 000 euros de dispo et 6 mois de son temps, est-ce que je lui conseille de faire un Master Spé entrepreneuriat dans une grande école de commerce? Je dirais que non, parce que c'est de l'argent mieux investi sur des tests, par exemple, des tests de pub, des landing pages que tu lances en A/B testing pour essayer d'affiner ton produit. Je pense que c'est du temps beaucoup mieux investi à te former toi-même, à essayer de rejoindre des communautés d'entrepreneurs, et de rencontrer des gens, de prendre des cafés avec des entrepreneurs. L'intérêt éventuellement que je vois sur les grandes écoles, enfin si tu penses à une formation entrepreneuriat au sein d'une grande école, c'est que ça te met un nom sur ton CV et que si derrière, tu as par exemple un produit B2B, tu auras probablement plus de facilité à avoir des intros si tu as un beau nom sur ton CV. Maintenant, si tu as déjà fait une école connue et que tu veux juste faire une spé entrepreneuriat parce que tu penses qu'il te manque des compétences d'entrepreneur, je dirais clairement non. Et alloue plutôt ce temps-là à rencontrer des gens et à apprendre par toi-même. Parce que tu vas avoir des cours, mine de rien, très génériques. Tu peux pas avoir des cours entrepreneuriaux spécifiques à toi. Et honnêtement, moi, par exemple, dans le monde de la mode, c'est un milieu tellement spécifique que la plupart des formations business plan ou comment faire du growth hacking sur tes grands comptes, tout ça, ça s'applique pas du tout. Donc, non. Et puis peut-être, de ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi trop... En fait, quand on fait des cours avant de l'avoir fait, on se rend pas compte de ce qui peut servir. Et puis, même si c'est concret, en fait, on n'est pas en train de le faire. Et je pense que peut-être, ça serait mieux de lancer sa boîte, ensuite peut-être embaucher quelqu'un qui peut continuer un peu et suivre en même temps une formation. Parce que j'ai l'impression que ce serait peut-être mieux après, une fois qu'on a commencé, qu'on a un peu plus... Ouais, moi je privilégie beaucoup les formations ponctuelles, précises, sur des besoins opérationnels que tu rencontres à des moments précis du développement de ta boîte au fur et à mesure. Parce que faire 6 mois full-time d'école que tu auras oublié dans 2 ans quand tu auras réellement besoin des compétences, c'est un peu dommage. Et je pense aussi que l'idée de faire une formation en entrepreneuriat, j'en ai un petit peu discuté avec d'autres femmes entrepreneurs, mais souvent j'ai l'impression que ça répond plus à un besoin de rassurance que de réellement acquérir des compétences. Les compétences en entrepreneuriat, c'est pas de la comptabilité, quoi. T'as pas besoin d'apprendre par cœur les lignes comptables pour créer un compte de résultat. Tu vois, avant tout, c'est du bon sens et de la débrouillardise. Et après, les compétences opérationnelles, tu vas les acquérir au fur et à mesure. Moi, par exemple, quand j'ai créé ma boîte, les compétences principales qui me manquaient, c'était de savoir qualifier un réseau de fournisseurs que j'avais pas vraiment appris chez Van Cleef, et d'apprendre les tissus, parce que j'allais quand même travailler avec du tissu et j'y connaissais rien. J'avais été jusqu'à présent en joaillerie.
mes cours de l'ESSEC d'entrepreneuriat ne me servaient évidemment strictement à rien. J'aurais pu faire une formation modéliste ou textile ou je ne sais quoi à l'ESMOD, par exemple. Ce que j'ai fait à la place, alors c'est pas très cool pour les commerciaux qui m'ont fait la formation, mais je suis allée dans les salons de textile, les salons B2B où tu achètes des textiles. Je me suis assise à une table d'un marchand, j'ai fait genre je voulais acheter plein d'échantillons, j'ai pris toutes les références, les noms, tout, et après je suis allée voir en ligne et j'ai appris en ligne quoi correspondait à quoi. Et quand je suis allée réellement acheter du tissu pour la première fois, j'ai dit que je voulais un twill de soie de 14 momets et j'avais tous les termes techniques qui me permettaient de pas passer pour une bleue. Mais je suis allée me faire mes formations moi-même sur des points précis. Soit tu prends un café avec un professionnel, tu lui dis voilà, je suis en train de lancer ma boîte, j'admire ton parcours, est-ce que tu aurais 30 minutes pour me présenter un petit peu ton métier? Et j'ai plus fonctionné après comme ça au coup par coup pour apprendre. Bah, c'est un super conseil et c'est vrai que souvent c'est un peu dans l'apparence parce que quand tu travailles comme ça avec des fournisseurs, tout de suite ils se font un avis sur toi si t'es sérieux Évidemment. Ou pas et donc c'est super important de. Et donc juste pour revenir un peu sur ton parcours, donc tu pars tu pars un an à New York. Comment t'as fait pour trouver ce stage? Clairement réseau école. C'était un stage qui était dispo sur le back office de nos écoles où il y a toutes les offres. Et un des deux fondateurs de cette startup était un Français ESSEC et la cofondatrice était américaine. Et du coup, j'ai postulé directement via l'école. Le cofondateur m'a reçu en entretien. Et après, il m'a donné son go. Et ensuite, j'ai fait tout le process pour obtenir mon visa, qui était un peu long et douloureux. Et 3 mois après, je suis arrivée le 4 septembre 2014 à New York. Alors, est-ce que tu fais partie des fanas de New York qui veulent absolument y retourner ou pas? Pas du tout. C'est l'inverse. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais c'était l'angoisse pour moi, New York. J'habitais à Brooklyn et je travaillais à Manhattan. Brooklyn, j'ai eu la chance, en fait, je logeais chez une famille, en fait, qui avait tout un étage qui louait à des étudiants. Et du coup, j'avais la chance d'habiter dans un quartier assez cool de Brooklyn pour pas très cher parce que c'est hors de prix l'immobilier là-bas. Et du coup, j'étais dans un quartier qui ressemblait un peu à Amsterdam. T'avais toutes les petites maisons en briques, t'avais les petits parcs, les petits marchés le week-end. Ça faisait très européen comme mode de vie. Et la semaine, par contre, j'étais à Manhattan. Et ça, c'était l'angoisse. Pour moi, hein, moi, j'ai grandi à la campagne et les grands buildings très verticaux, la foule de gens incessante, le bruit, c'était juste trop anxiogène et trop chargé mentalement. Et donc j'étais très contente de revenir en France, déjà pour mieux manger et juste pour respirer et pour prendre le temps. C'est un truc que les New-Yorkais ne savent pas faire, c'est de prendre le temps de rien, même de passer du temps entre eux, ils savent pas faire, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est très français aussi, je pense, parce que je vois même ici à Londres, en France, il y a vraiment quelque chose de, c'est pas je me laisse vivre, mais il y a un petit côté, je chill, je prends un verre en terrasse, voilà. Ouais. Et c'est vrai que même en Angleterre, ça n'existe pas trop. Je sais pas comment expliquer, mais t'as pas ce côté un peu, flânerie justement, comme tu disais, un peu ce côté-là, ça n'existe pas trop. Je pense que c'est vraiment français et peut-être plus pays latin. Ouais, complètement. Et j'ai grandi en Provence en plus, donc vraiment moi c'était un choc de culture un peu trop lourd. Et au-delà de ça, moi je savais que, mon projet entrepreneurial, il s'est précisé au fur et à mesure de mon séjour à New York. Et je savais que je voulais créer une maison avec des artisans français, donc ça faisait sens pour moi de rentrer en France, créer ma maison. Et aussi, il y a une notion que je sais pas si t'en as déjà parlé avec d'autres entrepreneurs, mais ça coûte super cher New York comme ville. Et pour créer ta boîte à New York, c'est bête, mais par exemple, tu crées ta boîte en France, les frais tu peux déposer toi-même ton dossier auprès du greffe du commerce, par exemple, ça te coûte 150 €. Aux États-Unis, tu es obligé de passer par un avocat. Je pense que c'est impossible aux États-Unis de créer ta boîte en organique sans démarrer par une levée de fonds. Ou alors très 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 vite, tu dois faire appel à. J'ai l'impression que c'est ok de lancer une entreprise en France avec une fourchette, on va dire, de 10 000, 50 000 €. Aux US, en dessous de 300 000 $, je sais même pas comment c'est possible. Donc il y avait et en termes de train de vie,
t'as pas le chômage, par exemple, à New York, quand tu te lances. Moi, ayant fait l'apprentissage, j'ai pu bénéficier de 2 ans de chômage quand j'ai créé ma boîte en France. Et ça, c'est monstrueux. Ça veut dire que pendant 2 ans, t'es pas obligé de te payer. Ça veut dire que traduit en salaire US, ça veut dire que tu as besoin de $100,000 en moins au démarrage, tu vois. Ouais. Moi, j'avais vu quelque chose qui disait en fait, le plus gros business angel en France, c'est c'est le chômage. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, tu as un énorme taux d'abandon, énorme. Le plus fort taux d'abandon des startups, c'est post 2 ans. C'est lié au chômage qui s'arrête. Hein. Il n'y a pas une espèce de loi de marché qui fait qu'au bout de 2 ans, tu as des produits qui décollent ou pas. C'est clairement le chômage. On est tout à fait d'accord. Et juste parce que, en tout cas, en Angleterre, c'est plutôt facile pour lancer sa boîte. Les formalités sont beaucoup plus allégées, il n'y a pas de coûts. Donc, c'est même plus facile qu'en France. Donc, je t'avoue que je suis assez surprise de ce que tu me dis pour les États-Unis. Et juste la question que j'avais, c'était, on sait qu'aux États-Unis, il y a quand même des gros problèmes de visa, tout ça. Ouais. Est-ce que c'est possible, du coup, pour un Français, d'avoir un visa et de lancer sa boîte? Comment on fait? Ouais, clairement, c'était l'autre raison principale pour laquelle je voulais rentrer aussi, c'est que je voyais que j'avais des collègues, des amis de la communauté expat français qui avaient commencé à créer leur vie aux États-Unis, qui étaient sur des visas sponsorisés, qui travaillaient pour des boîtes françaises basées aux États-Unis pour la plupart, et ils étaient tous ultra tendus. Il y en a qui commençaient à avoir des gamins, qui étaient pas forcément mariés à des Américaines, mais qui avaient vraiment leur vie installée sur place. Et tous les 3 ans, au moment du renouvellement du visa et du contrat, ils étaient tendus de potentiellement voir leur vie réduite à néant et de devoir rentrer en France. Moi, j'avais pas du tout envie de créer une entreprise dans un contexte où potentiellement, au bout de 3 ans, ma boîte allait rester aux US et moi, j'étais rapatriée en France. Enfin, ça n'avait aucun sens. Je sais pas comment. Alors, je sais que moi, le fondateur français qui avait créé sa boîte aux États-Unis, je pense qu'il avait pu le faire parce qu'il avait fait une fac américaine. Du coup, il avait le diplôme américain et je sais qu'il avait pu bosser 1 an post-diplôme sur le sol américain. Est-ce que le fait qu'il y ait une cofondatrice américaine sur la boîte lui donnait des droits supplémentaires en termes de visa? Ça, je sais pas, je connais pas les détails. Alors, donc, tu rentres en France. Comment tu as le déclic pour Petits Jean Paris? Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et comment tu as le déclic de créer Petits Jean Paris? Oui, alors Petit Jean Paris, c'est assez rigolo. C'est venu de l'abandon d'un autre projet. Quand je finis mon apprentissage et je suis encore à Paris, mais j'ai cette idée-là d'aller plutôt vers l'entrepreneuriat. Avant de partir à New York, je commence à monter un projet avec un collègue de la chaire LVMH. Autour de l'artisanat métier d'art français et autour du constat que lui aussi travaillait pour un gros groupe de luxe, et on constate en fait que les ateliers, les fournisseurs des grandes maisons sont quasiment tous exclusivement sur des business B2B, et on se dit potentiellement pourquoi pas développer des formules de B2C simples sur lesquelles ils pourraient venir se plugger à l'étranger, sur des marchés comme les Émirats arabes, comme l'Asie, où il y a des forts pouvoirs d'achat pour les métiers d'art français. Et donc, on commence à bosser là-dessus pendant 6 mois. Moi, je pars aux États-Unis en me disant aussi, je vais profiter de ma présence aux États-Unis pour commencer à sonder un peu le marché, pour essayer de rencontrer sur place des acteurs qui pourraient... Que le projet pourrait intéresser. Et au bout de 6 mois aux États-Unis, donc au total, ça faisait 1 an que je commençais à bosser sur ce projet, mon associé me dit qu'il abandonne le projet pour des raisons perso, très très compréhensibles. Et du coup, je me retrouve à mi-chemin aux États-Unis en me disant mince, j'ai un peu fait le shift de partir aux États-Unis pour derrière dans l'idée de créer ma boîte. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre à Paris dans 4 mois et je postule chez L'Oréal, LVMH, etc. Ou est-ce que non, je continue sur créer ma boîte, sauf que ce projet-là toute seule je pouvais pas le faire, il était trop lourd, et le collègue avec qui j'avais monté ce projet-là, c'était un école de commerce ingé, et on était très complémentaires en fait, et il y avait vraiment des tâches que lui allait pouvoir faire que moi je pourrais pas faire, et donc vraiment je peux pas reprendre ce projet-là toute seule, et du coup je pars du constat que je suis vraiment partie sur les rails. C'est bon, le déclic entrepreneuriat, il a été activé avec ce premier projet. Mais je me retrouve avec cette envie entrepreneuriale, mais je sais pas quoi faire comme projet. Et du coup, toujours sur les conseils de ma mentor, j'ai vraiment eu une mentor en or pendant toutes mes études. Elle me dit, c'est facile, tu fais la liste de ce que tu sais faire et t'essaies de créer un projet à partir de ça.
Et ma première réaction quand elle me dit ça, c'est de lui dire, je sais pas faire grand-chose, parce que j'ai passé certes 2 ans dans une grande maison, mais aujourd'hui, moi, ce que je sais faire, c'est développer des produits avec un réseau de fournisseurs déjà établi dans le domaine de la joaillerie. Donc, à part rejoindre une autre grande maison de joaillerie, je vois pas trop ce que je peux faire. Mais je suis quand même ses conseils et j'essaie de faire un peu la liste de ce que je sais faire et de ce que j'ai envie de faire accessoirement. Et ce que je sais faire, grosso modo, c'est de dessiner, c'est d'écrire, c'est quand même d'établir des rétro-plannings et de suivre des développements produits et de créer des cahiers des charges avec des spécificités techniques, etc. J'ai le framework, on va dire. Après, peut-être les spécificités techniques d'un produit à l'autre, ça varie, mais j'ai disons la matrice pour travailler. Je sais développer un produit, je sais écrire et je vois à peu près comment ça se passe la vente des produits de luxe parce que j'ai fait un premier stage en tant que commercial là-dedans. Certes, j'ai tout mon réseau en Scandinavie, mais bon, voilà, on peut peut-être quand même faire un truc avec ça. Et du coup, assez rapidement, ce qui émerge, c'est que, a priori, je suis bien partie pour créer des produits, pour faire un développement produit et donc pour créer une marque. Mais une marque de quoi ? Et là, en fait, j'ai fait un calcul. Je suis pas partie de ce que moi je voulais absolument faire. J'ai plutôt fait un calcul plutôt rationnel qui était de me dire, j'ai quoi comme argent, comme fonds, comme mise de départ. Est-ce que je peux aller sur des développements très coûteux qui vont requérir, par exemple, dans la joaillerie, tu dois avoir des moules. Faire des moules, ça veut dire que si ça coûte, alors ça dépend évidemment de la complexité des moules, mais c'est entre 300 et 2000 euros, on va dire, le moule. Tu lances une première collection avec 10 pièces, par exemple, ça veut dire que même si tu es sur des tout petits moules, pas compliqués du tout, tu as ne serait-ce que 3000 euros de frais juste pour le moule. On parle même pas de prototypage ou quoi que ce soit. Donc, je savais déjà que je voulais éviter les coûts fixes lourds. Donc, petit à petit, et aussi, je savais dessiner avec du dessin, tu sais faire quoi? L'idée de l'imprimer, elle est venue assez rapidement, de l'impression numérique qui fait que t'as pas de frais fixes lourds de développement. Et donc, tu peux faire quoi de sympa qui requiert pas d'énormes coûts fixes en impression textile, avec de la confection française, donc avec des savoir-faire français. Dans le domaine du textile, t'as essentiellement le lin et la soie. Et si tu veux pas des coûts de fixe des frais fixes de développement trop élevés, t'évites le prêt-à-porter et donc de l'accessoire. Ouais, parce que c'est vrai que dès que tu fais du prêt-à-porter, t'as beaucoup de frais parce que tu dois sortir des collections super rapidement. Et t'as les frais de patronage, de prototypage, d'essayage mannequin qui sont élevés. Alors, je te dis ça, ceci dit, moi, j'ai quand même fait la bêtise au début, entre guillemets. J'ai lancé au tout début une première collection de chemisiers en soie. Je voulais lancer un monoproduit chemisier en soie, tandem carré en soie. Et j'ai lancé une première collection de chemisiers et j'ai dit plus jamais. Du moins pas avant d'avoir des investisseurs qui backent le truc. Et du coup, très rapidement, au bout d'1 an et demi, j'ai bifurqué sur uniquement de l'accessoire parce que en organique, je m'en serais pas sortie sur du prêt-à-porter. Ce qui est bien en plus, quand tu fais de l'accessoire, c'est que c'est des tailles uniques, donc t'as pas besoin, alors que sur les chemisiers, tout de suite c'est plus compliqué en fait, de gérer les stocks, tout ça. Exactement. Et tu as un taux de retour, alors j'ai pas les chiffres 2021, mais je crois que les chiffres 2018-2019, tu avais un taux de retour moyen produit qui était de entre 10 et 15% pour l'accessoire, alors que tu es plutôt sur du 20-25% pour le prêt-à-porter. Donc oui, ça, quand tu es sur du e-commerce et que tu veux te lancer en tant que DNVB, évidemment l'accès c'est beaucoup plus c'est plus facile à lancer en e-commerce. Et alors, comment ça se passe, toi, le processus de création? En fait, c'est toi qui dessines les motifs et après, tu les mets sur ordinateur. Comment tu fais? Je les scanne. Je dessine tous les... Alors, ça dépend des compositions. En général, je fais un sketch de ma compo finale, le look final du carré, avec toute ma palette de couleurs. Et ensuite, soit je dessine la toile complète et après, je la scanne en très grand format chez des imprimeurs professionnels qui travaillent pour de la photographie, etc. Et après, je nettoie tout le fichier sur ordinateur. Quand je dis que je nettoie le fichier, c'est par exemple quand je peins sur une toile blanche, mon fond blanc, si derrière mon carré, je veux qu'il soit plutôt rose pâle, je vais devoir détourer tout le fond blanc pour changer le fond. C'est ce que j'entends par nettoyage. Soit je fais ma compo façon sketch et ensuite je vais dessiner un par un au format taille réelle chaque calque
chaque élément de mon dessin, que après je vais recomposer sur Photoshop, et ensuite j'envoie le fichier numérisé. Je travaille toutes les couleurs en amont. Moi j'ai un nuancier qui est calqué sur les imprimantes de mon atelier avec lequel je travaille, et donc avant d'envoyer en prototypage mes collections, je sais que pour tel code couleur, sur mon nuancier, je check le rendu final sur la soie. Donc, je fais tout ce travail de colorimétrie en amont, et ensuite, j'envoie pour impression à mon atelier. Il m'imprime les protos. Ensuite, on va shooter, nous, en amont de la sortie des collections, tous les prototypes. Et puis, 6 mois après, la collection sort. Entre-temps, on a lancé les prods, et puis voilà. Comment tu t'es formée parce que c'est marrant, puisque tu savais même pas que tu savais même pas que tu savais dessiner, en fait, presque. Oui, j'ai beaucoup... En fait, au tout début de Petit Jean Paris, ce que je te disais, j'avais commencé à bosser sur des chemisiers, et pour lancer ma collection de chemisiers, je savais à peu près faire des esquisses de vêtements, mais ça c'était plus pour le plaisir personnel. J'avais fait le club couture à l'ESSEC, qui n'existe plus malheureusement, mais où on nous apprenait à créer des vêtements. Donc je faisais un petit peu de création de vêtements pour mon plaisir perso. Donc je savais à peu près dessiner des vêtements. Et donc après pour lancer les chemisiers, j'étais passée par un modéliste professionnel qui avait fait les dessins pro avec les patrons, etc. Mais je savais pas dessiner des imprimés. Mais quand j'étais à New York, j'avais commencé à faire de l'aquarelle pour le plaisir perso. Vu que j'avais pas pu partir avec toute ma trousse de couture, ma machine à coudre, etc., j'avais quand même besoin de créer. Et donc, je m'étais mise à l'aquarelle. Et puis, en parallèle de réfléchir à mes coupes de chemisier que je voulais sortir, etc., je m'étais dit, pourquoi pas faire un carré en soie en produit additionnel, tu vois, qui peut bien fonctionner. Parce que avec ma ligne de chemisier, initialement, je visais plutôt... des CSP+, cadre supérieur, avec un look plutôt classique. Et donc, je m'étais dit que le carré en soie, c'était un produit additionnel qui fonctionnait plutôt bien, tu vois, dans la panoplie professionnelle. Et donc, pour le plaisir, j'avais commencé à dessiner un imprimé, qui est le pas de deux d'ailleurs, qui est notre carré, qui est le carré signature, parce que c'est le premier que j'ai sorti, mais encore aujourd'hui, c'est notre best-seller, donc c'est assez rigolo. Les premières inspirations des débuts, la chance du débutant. Et donc, j'ai commencé en fait à dessiner de manière assez intuitive, en prenant des cours en ligne, en faisant des essais, vraiment en mode autodidacte, et sur le dessin physique, que sur Photoshop, parce que j'ai appris Photoshop, Illustrator, toute la suite aussi, avec moult tutoriels YouTube, tard le soir, voilà. Oui, je connais bien ça. Mais franchement, c'est vraiment génial, je trouve, tout ce que tu transmets depuis le début de l'épisode, parce que en fait, tu dis beaucoup, j'ai appris par moi-même, et en fait, c'est vrai. Ouais. En fait, je trouve ce qu'il faut vraiment transmettre aux auditeurs, c'est que oui, en fait, on peut tout apprendre, ouais. Et que il suffit en fait de se poser, même de dessiner un petit peu. Après, on se dit ah bah mince, je sais pas faire ça, ben je vais regarder un tuto. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu progresses comme ça. Ouais. Et en fait, il faut juste faire le premier pas. Ouais. Et en France, on a vraiment, je trouve, une vision très normée par rapport aux études et aux carrières que tu es censé faire après telle et telle étude. Moi, on me fait tout le temps, systématiquement la remarque. Quand je dis que j'ai créé une maison de design, on me demande quelle école de design j'ai faite, évidemment. Et quand je dis que j'ai fait une école de commerce, tout le monde est étonné, systématiquement, me pose la question « Ah bon, c'est super bizarre, mais du coup, comment tu sais dessiner ?» Et c'est drôle comme réaction parce que ça me sert... j'ai pas fait d'école de design, je peux pas comparer, mais... je suis sincèrement convaincue que ça me sert beaucoup plus d'avoir fait une école de commerce pour créer ma boîte, d'acquérir des réflexes d'organisation, de comprendre à peu près comment ça fonctionne la compta, comment ça fonctionne un bilan de société, comment ça fonctionne grosso modo la logistique dans une société. Le jour où tu crois et que tu commences à embaucher, comment tu qualifies les profils que tu dois embaucher, comment comment tu conduis tes entretiens, comment tu fais le reporting avec tes salariés, enfin tout ce qui est de l'ordre de la théorie des organisations en fait. Et je pense que c'est beaucoup plus facile d'être autodidacte sur la création et sur les techniques de dessin et autres que tu t'improvises pas chef d'entreprise quoi. Enfin ça me paraît vachement plus compliqué à apprendre ex nihilo, tu vois. Donc je suis
enfin, je suis d'accord avec toi sur le principe qu'on peut tout apprendre. Oui, si tu le fais par toi-même, ça te prendra plus de temps. Et en même temps, je suis pas sûre parce que au moment où tu apprends par toi-même versus quand tu es en école, tu l'appliques tout de suite, parce qu'a priori, si tu apprends par toi-même, c'est que tu es sur un projet que tu es en train de développer. Donc, tout imprime beaucoup plus, tout ce que tu apprends, tu le retiens. Et t'es beaucoup plus... Enfin, a priori, tu es plus passionné par ce que tu es en train d'apprendre, parce que c'est de ton fait à toi, c'est pour ton projet à toi. Donc, je pense que tu es potentiellement même plus efficace. Je devrais peut-être pas dire ça, je vais... Je pense que oui, tu apprends mieux parce que quand tu es à l'école, c'est un peu passif et donc du coup, là, c'est... Ouais. Mais pour revenir, justement, ça me fait penser, en fait, c'était le premier épisode du podcast, j'ai reçu une modéliste, en fait, qui a lancé sa marque de patron. Okay. Et justement, en fait, elle disait que ça la faisait rire parce que souvent, on lui disait, mais voilà, comment t'as appris le modélisme, comment t'as appris la couture. Elle disait, mais moi, en fait, 90% de mon job, c'est la communication, tous les autres trucs, et ça, c'est 10%. Et elle me disait même que à terme, peut-être, elle pensait déléguer le modélisme. Parce qu'en fait, il suffit que tu briefes quelqu'un qui fait et tu vois, tu suis en même temps le développement. Mais alors qu'elle disait que les autres trucs, bah, tu peux pas le déléguer parce que c'est ta marque. Et ça, en fait, on n'en a pas conscience. Ah, mais clairement, moi, le dessin, c'est 10% de mon temps. Je te confirme. Et je pense que... Alors, maintenant, j'ai une petite équipe. Donc, ce qui me prend, moi, beaucoup de temps, c'est la gestion de projet avec les partenaires, la gestion d'équipe, le marketing, même si maintenant c'est en partie délégué à une agence, mais tu as quand même les briefs hebdo à faire, tu dois faire toutes les étapes de validation des pubs qu'on lance sur Facebook. Je passe mon temps à valider des trucs en fait. Et tu valides au début, tu fais toi-même, évidemment. Au début, tu rédiges tous tes posts Instagram, t'expédies toutes les commandes, tu décroches le téléphone dès qu'il y a un client qui appelle, etc. Petit à petit, tu délègues, mais tu dois former les personnes auprès desquelles tu délègues et tu dois checker très régulièrement. Tu fais des points hebdo. Et une fois que toi, tu délègues pas mal de tâches opérationnelles, bah, ton job en tant que chef d'entreprise, c'est de développer des partenariats, c'est de faire croître l'entreprise. Donc, tu es tout le temps en train d'essayer de contacter d'autres marques, des partenaires pour essayer de monter des collaborations. Tu développes d'autres axes stratégiques, d'autres canaux de vente, etc. Donc oui, ton job, c'est avant tout d'être chef d'entreprise et très rapidement, tu t'éloignes de ton cœur de métier opérationnel, en fait. Mais ça, c'est génial que tu le dises parce que c'est vrai qu'on a toujours la vision de t'aimes dessiner, tu vas faire... en fait, finalement, un métier, c'est pas juste le cœur de métier, entre guillemets, c'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est important de le dire parce que je trouve qu'on met pas ça assez en valeur, même pendant les études. On se concentre très sur les compétences, en fait, et on se rend pas compte que finalement, tu as tout un package, même quand tu bosses dans un grand groupe. En fait, tu as aussi comment tu communiques avec les autres personnes, toute l'organisation, comprendre comment ça se passe. C'est pas juste toi, ton travail. Oui, absolument. Et honnêtement, alors moi, je sais que je pense que peut-être que le fait d'avoir fait une école de commerce, ça m'a prédisposée à être à l'aise avec tout ça et à être très habile parce que tu fais un call le matin où t'es plongé t'es avec ton agence marketing, t'es plongé dans ton business manager et t'es en train de comparer des CTR, des CPM et quelle pub on lance, quelle pub on arrête. Et l'après-midi, t'es au téléphone avec un groupe et t'es en train de parler de rétro-planning de prod pour une collab et l'après-midi, et un peu plus tard dans l'après-midi, tu es en train de dessiner et de peindre à l'huile. Faut être à l'aise à jongler avec toutes ces compétences-là et à être très très habile et très funambule, quoi. Après, moi, c'est quelque chose que j'adore. Je pense que c'est personnel aussi. Moi, je pense que t'as compris, je suis quelqu'un d'assez autodidacte, mais je suis quelqu'un, je pense, de très curieux par nature et j'adore apprendre en permanence. Je pense qu'il y a des gens que ça peut peut-être mettre dans l'inconfort de pas avoir une seule tâche, enfin pas une seule tâche, mais une compétence que tu maîtrises bien et que tu fais tous les jours pareil. Moi, c'est quelque chose qui me conviendrait pas du tout et j'adore l'idée de me dire que dans 2 mois, on va lancer un projet, j'y connais strictement rien, j'ai 2 mois pour me former et l'idée aussi, par exemple, tu vois, quand j'ai créé mon entreprise, au tout début, mon enjeu, c'était, OK, je dois trouver des fournisseurs et je dois trouver un atelier qui accepte mes protos.
Et 1 an après, mon gros enjeu, les premières collections étaient lancées, mon site e-commerce était créé. J'avais passé beaucoup de temps à apprendre du CSS, du HTML, un peu de JavaScript. Mon site était lancé. Ok, next step, c'est l'acquisition. Je comprends que avoir un site en ligne, ça suffit pas du tout. Il faut y amener beaucoup de trafic pour que ça convertisse et un jour que ce soit rentable et pouvoir me payer un jour dans ma vie. Et donc, je découvre l'univers de l'acquisition. Et là, maintenant que je commence à avoir une petite équipe, je suis en train de découvrir le management et comment tu embauches et toute la partie RH en fait que je trouve passionnante. Et honnêtement, quand j'ai créé ma boîte à 25 ans, je me disais pas tiens un jour je vais avoir une fonction RH qui va me passionner parce que ça comporte une énorme composante de transmission humaine que je vais adorer. Et j'aime cette idée-là que je pense que dans la vie d'un chef d'entreprise, à chaque étape de maturité de ta boîte, tu découvres des pans entiers. Au début, tu vas être très focus opérationnel. Ensuite, il y a la partie RH qui arrive. Ensuite, il y a la partie stratégie qui devient prédominante petit à petit. Et ça, moi, je trouve ça génial. Pour les gens qui seraient pas à l'aise avec ça et qui voudraient vraiment rester sur la partie opérationnelle et dire j'aime dessiner, donc je veux créer ma boîte dans le dessin et je veux faire que ça toute ma vie. Associez-vous avec quelqu'un qui va gérer tout le reste, j'ai envie de dire, ou alors partez avec un gros capital de départ pour embaucher des gens qui vont faire l'opérationnel pour vous parce que ça peut devenir très vite frustrant. Aujourd'hui, moi, je t'avoue que je veux quand même assez rapidement me dégager plus de temps pour le dessin. Parce que je suis à la fois DG mais aussi directrice artistique et aujourd'hui j'ai besoin de plus de temps pour créer plus parce que ça risque de bloquer un jour Petit Jean Paris si demain on chope une super belle collab et que je dis bah non parce qu'en fait j'ai pas le temps de dessiner le print, c'est pas possible, ça peut pas arriver, c'est anti-productif, c'est anti-stratégie de la maison. Donc, il faut que je me délègue plus de temps. Donc, moi, je pense qu'assez rapidement, tu vois, dans les 2 années à venir, j'embaucherai un bras droit direction générale pour déléguer pour moi tout ce qui est, par exemple, compta administratif et une partie du reporting financier. C'est vrai qu'en général, quand une boîte grossit, au bout d'un moment, justement, il y a cette scission un peu sur l'artistique et puis tout ce côté un peu... C'est complètement... Et non, mais en tout cas, c'est génial. Et c'est vrai que je trouve que quand on est entrepreneur, plus on apprend, c'est un peu addictif, en fait. Moi, je sais que j'ai un peu la même chose. En fait, quand on voit qu'on connaît pas quelque chose et qu'on arrive à l'apprendre et qu'ensuite on arrive à le faire, c'est super addictif, en fait. Et après, on a tout le temps envie d'apprendre et de faire des nouvelles choses. Et quelle est la plus belle chose dans ton métier et la plus difficile? La plus difficile, à part la compta qui est très chiant, non, la plus difficile, je pense que c'est de prioriser. Parce que quand tu lances ta maison, en tout cas, moi, c'était le cas pour moi, c'est très difficile de te dire que tu vas pas tout faire parfaitement, tout bien au début. Et que tu dois accepter qu'au début, surtout si tu démarres avec un petit capital, si tu démarres avec 500 000 euros, tu peux faire beaucoup de choses, mais quand c'est pas le cas, même avec 200 000 euros, j'aurais été très très contente. Mais au début, tu dois accepter que ton site web, il sera pas avec le design comme tu l'imaginais, tout droit sorti d'une agence web qui fait des sites web pour le luxe. Tu dois accepter que tes shootings photos seront pas parfaits. Tu dois accepter que tu pourras pas à la fois être super engagé en newsletter, par Instagram, sur Pinterest, sur Facebook, sur LinkedIn, et en même temps lancer ta chaîne de podcast, et en même temps faire du networking avec du B2B. C'est impossible. Et même en travaillant 80 heures par semaine, c'est pas possible. Donc, c'est dur de faire des choix au début et d'accepter d'aller plus lentement sur d'autres sujets. Et surtout, c'est dur de te dire que tu sors des opérations, tu sors des collections quand c'est pas parfait. Ça, moi, j'avais beaucoup de mal avec ça au début. Il y a un truc sur lequel j'ai jamais transigé, c'était sur les produits. J'ai jamais sorti un print dont j'étais pas contente à 100% ou une prod qui passait pas au niveau qualité. Ça, c'est le produit. Bon, ça, je pense que c'est un héritage Van Cleef, mais le produit, c'est le truc sur lequel j'ai jamais transigé. Par contre, des fois, ta newsletter, elle est pas aussi belle que tu voudrais, mais il est 23h, ça doit sortir demain à 10h du matin. Il y a pas de faute d'orthographe, tu valides et basta, quoi. Ça, faut accepter ça. La partie la plus kiffante, c'est... Alors, spontanément, je t'aurais répondu le dessin, mais pas vraiment. En fait, c'est
quand un truc marche. C'est-à-dire que il y a un moment, tu implémentes une application sur ton e-commerce qui va te permettre d'optimiser ton flux logistique. Bah, t'es trop content. Enfin, c'est pas un sujet très sexy, mais de voir que ça avance. Et moi, il y a j'ai un petit Google Slide, enfin, j'ai un petit document PowerPoint perso où je mets dessus toutes les étapes importantes. Je fais une capture d'écran, un bel email que j'ai reçu. Ça peut aller genre le premier crowdfunding que j'ai fait, que j'ai réussi, à un email client qui est super positif. Tout ça, je le mets dans ce fameux ce petit PowerPoint que je garde. C'est le success PowerPoint. Ouais, c'est ça, c'est le petit success book. Et ce qui est très cool, c'est que quand t'as des moments un peu down et où tu t'en peux plus et tu te dis que tu vas arrêter, tu vois pas le bout, et je regarde ce petit PowerPoint et je mesure le chemin parcouru entre le moment où j'étais super contente parce que j'étais arrivée à 1 vente par semaine, et que là maintenant on est à, je te dis n'importe quoi, mais 4 ventes par jour, et je mesure le chemin parcouru et je me dis ok, en 2 ans il s'est passé ça, donc dans 2 ans tu seras là en termes de tu vois, de courbe de croissance. Donc en fait ça va très vite, et accroche-toi quoi. Donc dans ce qui est pas kiffant, je dirais accepter le fait que tout est pas nickel comme dans un grand groupe dès le départ, et le kiff c'est quand quelque chose marche. C'est peut-être un peu déprimant de le dire comme ça, mais quand t'avances, quand tu vois que t'avances. En fait, je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que moi, c'est pareil, avant, j'étais dans des grands groupes, et en fait, du coup, on a vraiment cette image parfaite, et du coup, c'est difficile parce on sait pas comment c'est quand les entrepreneurs commencent. Ouais. Et après, j'ai lu dans un bouquin et je trouvais que ça m'a beaucoup parlé, qu'en fait, souvent, il y a, surtout en plus dans les milieux créatifs, tu as souvent un décalage entre ta vision et ce que tu fais. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, cet écart se réduit, et en fait, au bout d'un moment, tu vas arriver à exactement ce que tu as en tête à le faire. Complètement. Et du coup, c'est ça je vois ce que tu veux dire quand tu dis, bah, en fait, juste des fois, bah, faut lâcher prise, et puis tant pis, ça sort comme ça, mais c'est difficile parce que parfois on a une vision vraiment très... Oui. Et il faut accepter aussi que c'est bien de lâcher, et pour que ça avance d'une part, mais aussi pour exposer tes premiers travaux aux yeux extérieurs. Ce sera pas parfait, mais au moins ça te permet d'avoir des feedbacks, et tu grandis petit à petit, parce que l'idée de rester enfermé dans ta chambre et de persévérer jusqu'à ce que ce soit parfait, t'avances pas en fait, et tu perds énormément de temps comme ça. Donc au début, ben tu sors le truc, ok c'est pas parfait, mais t'as quand même des premières ventes qui tombent, t'as des premiers retours de professionnels, d'autres entrepreneurs, tu te fais connaître, et puis ça monte en puissance petit à petit. Et tu vois, par exemple, c'est intéressant ce que tu dis, nous sur la DA visuelle, c'est-à-dire nos shootings concrètement par exemple, on commence là seulement à tendre vers ce que je veux, ce que je m'étais imaginé au début en termes d'exécution, parce que les premiers shootings que j'ai fait, moi je m'étais dit que ce serait facile, il suffisait de prendre une belle photo, tu vois. Et en fait, j'ai découvert le monde des shootings de mode, et c'est tellement compliqué. T'as un styliste, tu peux avoir un set designer, t'as un make-up artiste, t'as la mannequin évidemment, voire plusieurs mannequins. Et en fait, bah par exemple, comment tu choisis une mannequin au début ? Il s'agit pas du tout de choisir une jolie fille que tu trouves jolie. Il s'agit de choisir quelqu'un qui va parler à ton audience, qui va mettre en valeur tes produits, qui va refléter les valeurs de ta maison, et en fait, c'est vraiment un job de choisir des mannequins, tu vois, c'est pas pour rien qu'il y a des agences de mannequins, et donc t'apprends au fur et à mesure. Et là, nous, on va sortir à Noël, pour le second semestre 2021, on sort notre 9e collection, si je te dis pas de bêtises, et là, je pense qu'on va être sur un beau shooting. Et bah voilà, il y a eu 9 shootings où c'était pas encore ça, quoi. Enfin, il y en a eu 8. Ouais, c'est important de le dire, je trouve, parce que comme ça donne aussi... En fait, ce qu'il faut, c'est juste être régulier. Il faut faire régulièrement les choses. Donc, faut pas attendre que ce soit parfait. Bon, je vois que le temps passe. Yes. Alors, mais je serais bien restée parler avec toi parce que tu donnes tellement de conseils. Donc, c'est vraiment génial, je pense, pour tous les gens qui veulent se lancer un peu leur entreprise ou dans la mode. C'est quoi pour toi une reconversion réussie ? Une reconversion réussie, on me l'a souvent dit à moi-même, et je pense que je peux le partager. C'est alors, je pense que il y a 2 peut-être signaux. Il y a quand tu te lèves le matin et que t'es content d'aller au taf. Et il y a quand tu continues le week-end et que t'es en off avec des amis, quand t'as des moments où tu te dis « Oh mince, je préférerais être au travail. » Ouais. Et franchement, j'adore mes amis, hein, c'est pas du tout. Mais il y a des moments où ça t'arrive, où t'es en train de faire un pique-nique dans un parc, il fait soleil, tu te régales, et tu te dis, t'as une idée,
de lancement de produits, de nouveaux prints que tu as envie de sortir, je dis n'importe quoi, mais de vidéos que tu as envie de créer pour les réseaux sociaux chinois ou n'importe quoi. Et tu dis, mince, j'ai envie d'aller bosser là-dessus maintenant. Franchement, quand ça prend le dessus sur ton temps perso de qualité avec toi, avec tes amis, ton chéri, je pense que c'est un bon signe. Moi, très souvent, tu vois, j'ai commencé à embaucher une petite équipe là cette année, mais les 4 premières années, j'étais toute seule. J'ai eu une stagiaire l'année dernière, mais autrement, j'ai tout fait toute seule au début. Il y a beaucoup de moments où tu t'épuises, c'est normal. Et du coup, de manière assez régulière, tous les 1 an, on va dire, en moment d'épuisement total, après la période des fêtes qui est bien éprouvante, tu te poses la question de est-ce que j'ai pas fait une énorme bêtise, est-ce que je vais pas tout arrêter? Et j'ai toujours eu autour de moi à ce moment-là des amis qui me disaient Léa, tu te rends pas compte la chance que tu as tu fais ce que tu aimes et tu le fais depuis ton début de carrière, alors que moi, oui, je suis bien payée, mais pourquoi je suis bien payée, c'est que ça me permet derrière de me payer des belles vacances qui sont mon échappatoire à toute mon année de merde. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais il y a un peu de ça, tu vois. Et c'est ces amis-là qui sont pas forcément toujours ultra accomplis dans leur job respectif qui m'ont tendu le miroir pour me dire ouais, enfin, le matin, tu te réveilles et t'aimes ce que tu fais, et ça vaut tout l'or du monde. Donc, je dirais que c'est ça le signal d'une reconversion réussie, décidément. Les gens vont jamais croire que j'ai fait des études littéraires. Ouais, je pense que je dirais ça. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que moi, c'est vrai que finalement, tout ce truc Covid, finalement, je trouve que c'est pas mal. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais j'ai plus besoin de faire tous les trucs un peu socialement obligés, ou voilà, finalement, tu perds beaucoup de temps. Enfin, c'est pas que tu perds beaucoup de temps, mais ça prend beaucoup de temps de ta vie, en fait. Et franchement, je trouve que c'est génial de pouvoir être focus sur son travail, avancer. Donc, je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que parfois, c'est frustrant, en fait. Tu dois entretenir ta vie sociale, mais en fait, toi, tu voudrais être juste en train de continuer et développer ton entreprise. Exactement. Et sur le truc de la pression sociale, c'est intéressant ce que tu dis, parce que le Covid, de fait, nous l'a enlevé. Moi, quand j'ai créé ma maison, j'ai ressenti au début le besoin de me couper de ma vie sociale. Évidemment, je continue de voir mes amis proches, mais j'ai complètement coupé pendant la première année tout ce qui était la vie sociale type networking. Donc, les soirées école que tu fais, genre 6 mois après le diplôme pour garder les liens, etc. Tout ça, j'ai coupé parce que ça m'apportait une pression monstrueuse de devoir me justifier en permanence sur ce que je faisais. Et notamment, les 2-3 premières soirées que j'ai fait là-dessus, j'en ressortais en remettant plus en question mon projet qu'autre chose. Et tout le monde avait signé des beaux packages dans des grands groupes, etc. Et quand on me demandait, toi, poste chez LVMH, t'es chez LVMH ou t'es chez Gucci Group ou t'es dans quel groupe? Et tu disais, non, j'ai créé ma boîte. Et tout le monde était en mode, ok, bon courage, hein, c'est pas trop dur. Et tu vois, et tu ressors de là et t'es en mode mince. Et donc j'ai arrêté parce que cette pression sociale au début, elle était très délétère pour moi. Et j'ai fait un gros tri. J'ai gardé que les relations sociales qui, quand je repartais d'1 heure ou de 2 heures à passer avec une pote, je me posais la question de est-ce que ça m'a apporté soit du plaisir, on a passé un beau moment ensemble, c'était très cool et j'ai pas eu à me surveiller dans ce que je disais, etc. Ou est-ce que ça m'a apporté une recharge en énergie mentale? Est-ce que c'est une amie qui croit en moi, qui croit dans le projet, qui est capable de me booster? Et ça a été important de faire ce tri-là au début. En tout cas, un grand merci Léa, parce que tu nous as vraiment fait rêver, en même temps montré les difficultés. Donc je pense que c'est vraiment une image très réaliste de l'entrepreneuriat dans la mode. Donc vraiment, merci beaucoup. Je mettrai tous les liens et puis toutes les références aussi des livres dont tu as parlé. Avec plaisir. Pour que les auditeurs puissent aller voir ta boutique. Super. Salut Claire-Vie. Et salut, merci. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions,
Je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.